Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Sur les 104.5 Urban FM, la station Urban avec Mosley. Mosley, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour tout le monde. Bonjour René Ruth Fallon et Elvis. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Et le week-end? Il a été de façon générale. D'accord. Alors le bac est terminé. Non, le bac n'est pas encore terminé. On a fini avec le premier tour du baccalauréat. Vous savez que le baccalauréat chez nous se déroule en deux temps. Voilà, en 2 temps. Et là, on a fini avec le premier tour qui... Toutes les séries sont passées au plateau. Oui, toutes les séries ont connu la proclamation des résultats. Vous savez que nous avons la particularité d'avoir en même temps le bac technologique qui se déroule avec le bac dit général. Et toutes les séries confondues ont été délibérées. Donc on passe au deuxième tour. Là, on prépare le second tour qui est souvent celui, on va dire, un peu pour les rachats. Vous savez que, comme on dit aussi chez nous, encore une fois, le premier tour, c'est pour les admis, comme on dit souvent, d'office. Et là, le second tour, c'est pour les admissibles. Et ces admissibles-là, c'est un peu une session, on va dire, de rattrapage. Parce que nous, à la différence d'autres pays qui ont 2 étapes aussi, mais qui, en premier temps, se déroulent souvent dès la classe de première. Par exemple, si vous allez dans le système français ou même camerounais à côté, ils ont ce qu'on appelle le probatoire. En France, ils appellent prépa. Ça se passe en première. En première, vous avez la première phase, vous éliminez un certain nombre de matières en fonction de votre discipline, du moins de votre série. Et puis, l'année de terminale, vous passez maintenant le reste des matières. C'est ce qui, les deux jumelés, c'est ce qui donne votre notation au bac. Or, chez nous, on fait tout en classe de terminale. Donc, du coup, on a 2 sessions. La première session qui permet de départager ceux qui arrivent à atteindre la moyenne supérieure ou égale à 10, et la seconde qui est celle de ceux du rachat, de ceux qui ont entre 9,50 et à partir de 9,99 à 9,50. Voilà. À 9,50. Oui. Ok. Donc si vous avez moins de 9,50, non, techniquement, on ne peut pas vous prendre. Maintenant, après, il peut y avoir aussi des circonstances où les membres du jury ou encore... Il y a un auditeur qui a dit un truc ici le matin. L'admissibilité est donnée en fonction des résultats du bac. S'ils sont catastrophiques, on prend 7,50 et s'ils sont bons, on prend 8. C'est comme ça depuis 2010. Bon, après, il y a beaucoup de choses qui ont changé. C'est vrai qu'il y a un certain moment, moi j'ai vu par exemple, là j'ai des élèves qui ont eu 8 qui sont échoués. Ça ne veut pas dire que ils ne sont pas admissibles. Non. Les résultats ne sont pas forcément bons. Ils se sont arrêtés à 9,50. En fait, chaque année, il y a une commission qui décide du niveau de rachat, du moins de l'admission en admissibilité. Oui. Et effectivement, il y a des années où on a eu ce rachat-là jusqu'à 7,50. Mais c'est pas bon. Non, ça ne veut pas dire que c'est pas bon. Ce que les gens doivent savoir, c'est que le bac ne traduit pas le niveau du... Ce n'est pas forcément un critère probant pour traduire le niveau du système éducatif. Parce que c'est un examen national. Il y a plusieurs situations qui peuvent faire en sorte que cette année soit meilleure que l'autre, ou que cette année soit plus en baisse. Par exemple, là, si vous comparez l'année dernière et cette année, l'année dernière, les résultats du bac, toutes séries confondues, c'était autour de 36,91%, alors que cette année, nous sommes à 36,034, si je ne me trompe pas, ou 0,6, voilà. Donc, il y a une légère baisse, mais ça ne traduit pas en réalité la performance de nos systèmes éducatifs. Vous pouvez avoir un élève qui, au moment de passer le bac, qui a des situations plus ou moins difficiles à la maison, par exemple... papa est tombé malade ou maman est décédée. Moi, j'ai eu ça lorsque j'avais été convoqué ces dernières années au baccalauréat. À peine vous commencez, on vous annonce qu'une élève a perdu sa mère. Bon, à partir de cet instant, cet enfant, s'il est fort, il reviendra composer. Et s'il compose, il y a de fortes chances qu'il ne soit pas dans un état mental qui lui permette de travailler convenablement. Après, aussi, il peut arriver que ce soit un enfant qui a un bon encadrement, où il y a un bon suivi psychologique, où les parents, le père et le reste de la famille sont rassurants, et que même le centre d'examen est bienveillant. À partir de là, on peut avoir aussi un élève qui, malgré les conditions, peut réussir. Mais n'empêche qu'il y a un certain nombre d'aléas
qui sont autour de l'organisation de l'examen et qui peuvent faire qu'on soit admis ou échoué, ou admissible. Donc ça ne peut pas être un critère probant, ce n'est pas le seul critère qui permet de définir la qualité de nos apprenants. Maintenant, après, il n'y a qu'aujourd'hui, quand on regarde un tout petit, ça devient des baromètres parce que c'est ce qui permet le classement des établissements. Vous avez vu, par exemple, lorsqu'il s'agit du BPC, on a fait un classement provincial. La province de Logou-Evindo est première cette année, je crois avec plus de 71% d'admis. Vous avez le Wellington et ainsi de suite. L'Estuaire, je crois, est 8e ou 9e. 6e. Voilà. Donc, à partir de là, on se rend bien compte que on fait des classifications en fonction de l'examen national. Or, l'examen national n'est pas nécessairement le critère. Parce que quand on regarde un peu, même quand vous allez au bac, et si on va comparer les résultats de classe, si vous prenez le BPC par exemple, je reviens sur cet exemple, le lycée Mbele Onsek par exemple, c'est un établissement assez performant où les élèves vont en compétition réellement et qui aussi tout au long de l'année prouvent qu'ils ont des résultats assez intéressants. Mais lorsque vous allez faire une classification provinciale et que l'Estuaire se retrouve 6e devant le Logou-Evindo, avec des établissements de grand calibre comme le lycée national Yomba, le lycée Mbele, vous avez Immaculée Conception, Dieu d'Abani, lycée Mikolongo et consorts. À un moment donné, vous vous posez quand même des questions. Là, il faut aller interroger d'autres critères statistiques pour savoir, parce que entre une province qui présente, on va dire, 8000 candidats et celle qui présente 14 candidats, vous n'avez pas le même type de problème à gérer. Donc, à partir de là, l'examen national ne peut pas être un critère pour juger de la performance de nos systèmes éducatifs. Avec le Prytanée militaire, quand on parle toujours de 100%, alors qu'on sait qu'ils ne sont peut-être pas à 50 ou à 60 dans leur salle de classe. C'est effectivement ça. Parce que si vous prenez les élèves qui sont au lycée de Mbele, qui est un des établissements les mieux nantis en termes de suivi académique et installation ou infrastructure, au niveau de notre pays, vous prenez les effectifs du lycée Mbele présentés au bac, vous prenez ceux du Prytanée présentés au bac, il n'y a pas match. Le lycée Mbele a plus de population scolaire que le Prytanée. Mais si le Prytanée fait 100% et que le lycée Mbele est à 80 ou 90%, ça veut dire que le lycée Mbele garde sa position de leader. Mais comme ce qui intéresse ces gens, c'est voir 100%, on se dit qu'il y a une meilleure formation au Prytanée. Mais entre-temps, ça peut être juste une question d'effectifs. Les effectifs sont moindres, donc il y a un meilleur suivi, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont plus bons en matière d'enseignement que les autres. Bon, j'ai une question par rapport à l'admissibilité. Est-ce que généralement, vous les enseignants, au niveau de l'admissibilité, vous ne regardez pas le parcours de l'élève au niveau des terminales, c'est-à-dire ses moyennes? Il peut arriver que l'élève a aligné, par exemple, 3,11 et arrivé au bac, il a tellement le stress qu'il n'arrive même pas à avoir la moyenne et au cas où il est dans les conditions où il pourrait être admissible. À un moment donné, ça avait été plus ou moins annoncé à un moment où on voulait quand même aussi prendre en compte les notes de classe, notamment par rapport aux critères d'attribution de la bourse. Mais tu sais, c'est un peu difficile parce que on n'a pas les dossiers scolaires des enfants lorsqu'on est en centre d'examen. Donc, on n'a pas les bulletins, on a juste sa fiche de candidat. Donc, c'est à partir de la fiche de candidat qui n'a pas de renseignements sur s'il a eu la moyenne au premier trimestre ou au deuxième ou au troisième qu'on juge par rapport aux informations que le jury et les organisateurs, donc les responsables du secrétariat ont. C'est un peu compliqué. Mais ce qui est sûr, c'est que souvent, il peut arriver dans un certain nombre de conditions, comme voilà ce que j'ai dit tout à l'heure. Si un élève, par exemple, est malade au moment de l'examen, on va prendre le soin d'aller à l'hôpital pour aller lui faire passer les examens, s'il a un état de pouvoir composer. Ah bon? Oui. Oui. C'est le développement. Non, ça a toujours été ainsi. Quand il y a un élève qui est malade pendant la période des examens, on envoie un surveillant et des membres du secrétariat pour aller faire son évaluation. Donc, à partir de là, dès qu'il a terminé, on ramène évidemment, il y a un agent de sécurité parce qu'il faut éviter qu'il y ait l'éventualité d'une fraude. Donc,
À partir de là, quand il a fini, on revient avec les résultats. Ensuite, tu as le cas des enfants qui sont souvent déficients. Ceux qui sont porteurs d'un handicap, ça peut être des autistes. Moi, j'étais dans un centre où on en a eu deux années de suite. Eux aussi, on les met dans un encadrement suffisamment qui permet à ce qu'ils aient même un accompagnateur pour qu'ils passent l'examen le plus, on va dire, paisiblement que possible, qu'ils ne soient pas perturbés. Donc, à partir de là, il y a toute une organisation derrière, mais la vérification des notes est toujours difficile parce que, encore une fois, les centres d'examen ne disposent pas des fiches présentant les résultats scolaires de l'enfant. Et encore que tu sais très bien, souvent, quand on va à la fin de l'année pour les examens, on n'a pas encore délibéré dans les établissements le 3e trimestre. Donc, on n'a pas encore rendu les bulletins. Donc, on ne sait même pas si l'élève est admis au 3e trimestre ou pas. Donc, c'est un peu compliqué. Il y a tellement de choses. Mais ce qui est vraiment pris en compte, c'est la performance que l'enfant réalise au moment de l'examen. Après, il peut y avoir dans le jury, si en fonction des directives qui sont données aussi bien par le ministère de l'Éducation nationale que l'Office des examens et concours, s'il y a suffisamment de matière pour repêcher un enfant parce que peut-être il y a des signes qui montrent qu'il a été perturbé ou il y a eu une situation quelconque, c'est possible. En fonction aussi, parce qu'il faut toujours se référer à la hiérarchie, si elle accepte, on peut faire un certain nombre de choses. Mais systématiquement, on ne touche pas les notes sorties des corrections. Ça ne se fait pas, on ne les touche pas, on ne les amende pas, on ne les corrige pas. Donc, du coup, même si vous avez eu 17 ou 18 tout au long de l'année, il est susceptible que vous puissiez échouer, même avec 9,00. Si la barre a été arrêtée à 9,50. Moi, j'ai par exemple un condisciple, quand nous étions en terminale, qui a gardé comme on dit souvent, qui nous a mené durant toute l'année, les 3 trimestres, mais il a brillamment échoué au bac. L'année suivante, il est revenu et il a eu son examen. Donc, parfois, ce sont des conditions qui peuvent favoriser une bonne lecture. Maintenant, de façon générale, repêcher jusqu'à 7,50 donne la possibilité aussi on va dire de promouvoir aussi bien, parce qu'il y a déjà des premiers tri qui sont faits, la quantité que la qualité. Parce que quand vous avez un grand nombre d'élèves qui vont au supérieur, ça décongestionne un tout petit peu les établissements secondaires et ça ouvre de la place pour ceux qui viennent du privé qui voudraient intégrer le système public, par exemple, ou encore vice-versa. Donc, c'est autant de choses. Ensuite, quand on regarde un tout petit peu, par exemple, le cas de notre pays, on a aussi eu l'organisation des sessions extraordinaires où on a vu le président Omar Bongo, parce qu'il n'était pas content d'un certain nombre de résultats, estimait qu'il fallait faire passer une nouvelle fois le bac. Ensuite, il y a aussi la situation qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus dans ce qu'on appelle le constructivisme, qui est une philosophie pédagogique qui fait la promotion de la mise de la place de l'élève au sein du système éducatif et qui crée un système qui fait qu'on doit toujours promouvoir l'enfant avant toute autre considération à vocation didactique ou pédagogique. Donc, même là, quand vous allez dans d'autres pays, par exemple la France, vous verrez que très peu d'élèves échouent au bac. Mais pourquoi ? Parce que le système est fait de sorte qu'on crée un cercle vertueux qui permet de décongestionner les établissements pour permettre à ce qu'il y ait des arrivées au supérieur et qu'il y ait aussi de nouvelles arrivées au secondaire. Et cela crée un système où on a l'impression qu'ils sont les meilleurs. Non, parfois ce sont des politiques publiques qu'on choisit, du moins qu'on définit et qu'on met en œuvre pour permettre à ce qu'il y ait une certaine émulation. Parce que tu sais, moi j'ai ma soeur par exemple qui est en France qui me disait que notre nièce elle passe, tu vois, elle va en terminale, elle attend maintenant la délibération du prépa, mais les résultats ne sont pas nécessairement celles qu'elle attendait. Elle est dans la moyenne. Bon, après, elle reconnaît que derrière, il y a un certain nombre de choses qui sont prises en compte. L'environnement social, les conditions de vie, la psychologie même de l'enfant. Et à partir de là, les établissements et le système de façon générale se met en branle une mécanique qui fait que quand vous êtes dans une certaine ligne, eh bien,
on vous fait passer. Donc, parce que vous répondez plus ou moins à un certain nombre de critères. Et c'est la raison pour laquelle aussi, dans la correction des épreuves au baccalauréat ou même au BPC, il y a eu ce qu'on a appelé, du moins il y a eu la mise en place de ce qu'on appelle les grilles de correction. Ces grilles de correction aujourd'hui sont tellement favorables à l'élève que même ces résultats, on devrait même les condamner. Surtout pour une année comme celle-là, où il n'y a pratiquement pas eu de perturbations, on devrait normalement enregistrer des résultats en hausse. Bon, j'entends certains dire derrière, c'est la réalité, c'est le niveau des apprenants. Oui, c'est la réalité, c'est le niveau des apprenants, mais il en baisse. Pour une année normale, il en baisse. Il faut interroger là où ça n'a pas marché. Et surtout que, tu sais que je l'avais dit ici, qu'on a trop de fêtes, par exemple, au troisième trimestre. Au troisième trimestre, c'est à peine un mois et 2 semaines, 1 mois et demi de cours. Donc, l'élève est beaucoup plus, on va dire, noté au deuxième trimestre. Parce que même le premier trimestre, avec les retards de démarrage des effectifs des cours, vous avez 1 mois et demi qui disparaissent. Et vous évaluez sur 1 mois. Le deuxième trimestre, il table concrètement sur les 3 mois nécessaires, parfois 4 mois, parce qu'il arrive souvent que c'est début avril qu'on arrête. Malgré, même là, cette année, on n'a même pas eu les vacances intermédiaires en tant que tel. Alors, donc, à partir de là, ça veut dire qu'il y a un travail qui est fait aujourd'hui et qui aurait dû refléter les résultats de cette année. L'année dernière, c'était pareil. La seule différence, c'est qu'il y a eu quand même une certaine perturbation l'année dernière, mais n'empêche que les résultats de cette année montrent à suffisance qu'il y a un besoin d'un investissement dans l'éducation, aussi bien pour les infrastructures que dans le personnel enseignant, mais pour créer des conditions de vie et de travail et d'apprentissage pour les apprenants. Parce que l'environnement tel qu'on le connaît aujourd'hui est quand même assez difficile, est quand même assez pas très très commode pour les élèves et même les professionnels de l'éducation. Donc il faut investir, il faut permettre à ce que les enseignants se recyclent, il faut que tout le monde soit dans une situation où on puisse aller vers la pratique même de cette philosophie que j'ai énoncée tout à l'heure, celle du constructivisme, et qui va favoriser de meilleurs résultats en fonction de l'appropriation qu'en feront aussi bien les professionnels de l'éducation et les apprenants. Mais de prime abord, il faut commencer à investir sérieusement dans les établissements, dans le système éducatif, mettre à disposition un certain nombre d'outils. Parce que vous ne pouvez pas attendre la performance des élèves qui n'ont ni bibliothèque, ni médiathèque, ni rien, qui viennent à l'école et se contentent juste du cahier. On va dire qu'ils ont les smartphones, mais il y a des parents aussi à la maison. Après une certaine heure, on te prend le téléphone, on le garde pour le lendemain à la même heure. Si tu sais une fenêtre d'1 heure, tu ne peux pas faire la révision sur tous les cours. Donc à partir de là, il est important que les établissements soient dotés en matériel didactique et pédagogique. Il est important que les enseignants soient mieux recyclés, mieux formés. Il est important qu'on donne les moyens nécessaires pour la diversification des enseignements dans les établissements, pour les échanges entre établissements, qu'on ait suffisamment de moyens pour rendre le système éducatif performant. Et ce n'est qu'à cette seule condition qu'on pourra aller au-delà de la barre des 50% dont tout le monde rêve. On a besoin aujourd'hui de voir au premier tour 70% et qu'on en ait à repêcher peut-être 20%. Donc, on veut bien, mais il faut investir. Sans investissement, ça ne va pas passer. Et ça passe aussi par la régularisation des situations administratives des agents. Et cela va donner plus de punch, plus d'abnégation et plus de courage à aller travailler. Merci, Mosley, avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Il est exactement 10h10. Voici l'horoscope des auditeurs. On se retrouve demain à 7h. Chers auditeurs, voici votre horoscope de ce lundi. Bélier. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.